Bonsoir Mathilde et merci d'être avec nous ce soir. Ben, bonsoir. Donc toi, tu es historienne des révolutions et de la citoyenneté et tu es enseignante à l'université Paris-Est Marne-la-Vallée, si je ne me trompe pas. Non, c'est ça. Donc moi, ma première question, c'est je voudrais avoir ton regard, parce que tu es à la fois historienne et aussi enseignante, sur la question du déconfinement aujourd'hui qui est organisé par le gouvernement. Puisqu'on a eu plusieurs annonces et finalement, dans le week-end, on a appris qu'il y allait avoir un pseudo-débat à l'Assemblée mardi avec un vote derrière sur à la fois le déconfinement et le tracking. Quel regard toi tu portes sur à la fois la stratégie de communication du gouvernement et j'ai envie de dire la stratégie de déconfinement tout court qui quand même interroge? Alors, sur la stratégie de déconfinement, je ne peux pas dire grand-chose parce que là, j'ai absolument pas les capacités de dire comment déconfiner, etc. À ceci près que on est quand même tellement contraint par les pénuries largement organisées par le même gouvernement qui veut déconfiner que ça fausse quand même pas mal la chose. Mais enfin, j'ai aucune connaissance scientifique qui me permet de dire vraiment comment il faudrait déconfiner. Mais c'est pas parce que je ne sais pas exactement comment il faudrait déconfiner que je peux pas avoir un point de vue sur, euh, sur, euh, sur disons le moment qui est choisi. Je continue à penser que le 11 mai, ça a l'air d'être beaucoup trop tôt pour les écoles. Et par ailleurs, pour ton autre question, sur ce qui est du domaine de la com ou de la façon dont les choses sont faites. Moi, depuis le début de cette crise, ce que je remarque, c'est que de toute façon, cette crise, elle ne fait qu'accélérer tout ce qu'on avait vu avant. C'est une espèce de mémoire grossissant affreux. Et s'agissant du pouvoir, ça en est pleinement. C'est-à-dire que tout ce qu'on connaissait déjà, à savoir l'hyper-présidentialisation, voilà, je vais y arriver, la concentration sur l'exécutif, et dans cet exécutif, la concentration sur la personne du président et particulièrement sur la personne de Macron. Le fait que l'Assemblée est réduite à une chambre d'enregistrement. J'ai entendu il y a peu un ministre qui disait qu'on ne voyait pas pourquoi on ferait un vote à l'Assemblée. Ah bah oui, ça c'est sûr, je ne vois pas pourquoi on ferait un vote dans la représentation nationale, quelle idée folle, quoi. Donc tout ça est aggravé par la crise. Et là, ça se retrouve complètement. C'est-à-dire que pour quelque chose qui est aussi important qu'un déconfinement, où il faudrait qu'il y ait un débat profond, où il faudrait que les députés, d'ailleurs, et les moyens d'avoir une information scientifique variée, sérieuse sur ces questions des confinements, en fait, ils sont réduits à devoir choisir vite fait sans avoir les éléments en main. S'agissant de la com, de toute façon, enfin, c'est du grand n'importe quoi depuis le début. Moi, je suis profondément opposée à la métaphore guerrière qui est utilisée. D'ailleurs, c'est marrant parce que quand on est dedans, on est en guerre, mais là, ils remettent des confinements, etc. Donc, ils n'ont pas dit amnistie ou cessation des hostilités. Donc, c'est des limites de leur comparaison. J'en peux plus des mensonges. Hein. Franchement, je trouve que gouverner par mensonge est une catastrophe et qui, elle aussi, n'a fait que s'aggraver. J'en peux plus. Et puis, enfin voilà, donc je pense qu'il y a un vrai problème. C'est pas forcément celui auquel on pense en premier, mais il y a un énorme problème démocratique et par voie de conséquence républicain en ce moment dans la façon dont le pouvoir gère l'ensemble de cette crise et la façon dont il s'adresse aux citoyens. En plus, il ne s'adresse pas aux citoyens, il s'adresse à des mômes. Enfin, on est complètement responsabilisé, enfin déresponsabilisé, culpabilisé, engueulé. Enfin, ça suffit quoi. D'accord. Et justement, sur la métaphore guerrière, effectivement, il a eu beaucoup utilisé au départ et aujourd'hui un peu moins parce que ça colle moins avec sa réalité de son discours. Donc Ça colle moins avec ce que c'est de toute façon. C'est pas une guerre. non, effectivement, il y a eu beaucoup de choses là-dessus et c'est son discours de chef de guerre a, je crois, beaucoup choqué d'ailleurs parce que les citoyens n'étaient pas du tout là-dessus. Mais il y a dans ce qu'on dit en première ligne, même si j'aime pas beaucoup ce terme-là, mais c'est vrai qu'il y a quand même des professions aujourd'hui qui sont ultra sollicitées et qui prennent des risques parce qu'elles sont pas de protection nécessaire. Moi, il y a un visage qui m'a un peu marqué, c'est celui d'une caissière qui travaillait à Carrefour, qui s'appelait Aïcha, qui est une des premières salariées qui a été victime du Covid-19 par sûrement manque de protection, puisqu'on s'est aperçu qu'après, le groupe Carrefour n'avait pas mis les moyens à disposition. Je crois que ça, il faudra y revenir plus tard parce qu'ils devront rendre des comptes quand même quelque part. Mais on se rend compte qu'il y a beaucoup de femmes qui sont aujourd'hui en première ligne. Et si on prend, j'ai regardé sur la fonction publique hospitalière, sur 1 million de salariés, c'est quasiment 78% de femmes. Et si on prend les aides-soignantes et les infirmières, ça monte à 90%. Ouais. Ouais. Dans des métiers qui sont en général sous-payés, qu'on voit peu, précarisés. Est-ce que demain, il n'y a pas encore le risque que les femmes, ce soit encore une fois les oubliés du jour d'après, quoi?
Alors, il y a plein de choses dans ce que tu dis. Effectivement, les femmes sont on peut dire première ligne, en fait. On peut l'utiliser, même si ce n'est pas une guerre au bout du compte, hein. Mais les femmes sont très présentes pour une raison simple. Dans une situation comme la nôtre, de crise sanitaire et de confinement, eh ben, ceux qui résistent, la seule chose qu'on doit continuer à assurer comme activité, c'est ce qui relève du care, d'une certaine façon. Donc, du soin et de la sollicitude. Donc, c'est à la fois le soin médical et puis c'est la bouffe. Or, traditionnellement, c'est ce dont les femmes s'occupent. Et parce qu'elles s'en occupent dans la cellule familiale, c'est aussi des professions qui sont plus féminisées. Et parce que ce sont des professions qui sont plus féminisées, parce que l'on pense aussi que naturellement, et je mets 1000 guillemets à naturellement, les femmes seraient plus aptes à s'occuper du care. Il paraît que d'avoir un utérus, ça nous rend meilleure infirmière qu'un homme, c'est assez original. Et donc, comme on pense que c'est dans leur capacité naturelle, c'est moins bien payé parce que ce n'est pas reconnu comme des qualifications professionnelles, hein, mais comme quelque chose qui est du domaine de la compétence génétique, pratiquement d'une certaine façon. Résultat, ces professions qui sont plus féminisées et qui aussi sont moins bien payées, effectivement, sont celles qui actuellement sont le plus sollicitées et sont le plus exposées. Mais de façon générale, hein, si on regarde la crise actuelle au prisme du genre, à nouveau, ce n'est qu'un terrible accélérateur et miroir grossissant de toutes les inégalités, violences et discriminations de genre. On pense aux violences dans les familles, hein, c'est-à-dire que le hashtag restez chez vous, stay at home, c'est joli, à condition que la maison, ça soit sécurisé. Or, on sait très bien que pour un certain nombre de femmes, ce n'est pas sécurisé. Et il y a une augmentation, qui est, je crois, même chiffrée, hein, des violences faites aux femmes dans le cadre du confinement. Là, c'est pas parce que les hommes sont avec les femmes dans la maison que le partage des tâches domestiques est amélioré, que le partage de la charge mentale est amélioré. La plupart des choses que je lis tentent à montrer que c'est plutôt même aussi à nouveau les femmes qui s'occupent du care dans la maison, donc à soutenir le moral de tout le monde dans cette période qui n'est pas forcément facile. Donc oui, les femmes sont très clairement en première ligne. Est-ce qu'elles vont être oubliées? J'ai envie de te dire que j'espère que non. J'ai envie de te dire qu'il va falloir que les mouvements féministes de femmes se battent pour que ça ne le soit pas. Moi, de toute façon, à chaque fois qu'on me demande ce que je pense du monde d'après, le monde d'après, si on ne fait rien, s'il n'y a pas un rapport de force en faveur de ceux qui veulent que ce monde d'après ne soit pas comme le monde d'avant, il va falloir qu'on ait un putain de rapport de force. Parce que si on laisse faire les choses normalement, sans intervenir et sans rapport de force, bah, ça sera la même chose qu'avant, voire pire. Hein. J'ai vu qu'il y avait une affiche qui commençait à être mise un peu partout, c'est « Je ne veux pas le retour à l'anormal », mais L''anormal », parce que c'est anormal, ces inégalités de genre, de classe, de race, etc. Et il y a un refus de revenir à ça. Mais ça ne sera possible que si on se bat pour, parce que sinon, je ne pense pas que le gouvernement ait eu une espèce de révélation mystique sur « Oh, il faut revaloriser le travail de care que font les femmes et les caissières, quelles femmes merveilleuses !» Enfin, je pense que ça ne va pas changer, il va falloir se battre. Mais ça tombe bien parce que la question suivante que je voulais te poser, c'est que bon, tu as été très engagé dans les mobilisations sur les retraites, avec la question des gilets jaunes, comme beaucoup de Français. Il y avait une colère populaire qui était très forte avant la crise du coronavirus et on a connu des grèves historiques. Pendant 1 an et demi, les gilets jaunes, des marches contre le climat, des marches dans les banlieues, enfin, diverses formes de mobilisation sociale. Aujourd'hui, force est de constater qu'au regard de ce qu'on subit, c'est mis un peu entre parenthèses. Est-ce que quand on aura retrouvé, j'ai envie de dire, le seul avantage, c'est que la loi sur les retraites, elle est suspendue. Oui, on a au moins gagné le fait que la loi sur les retraites soit pas adoptée, mais il aura quand même fallu qu'il y ait des dizaines de milliers de morts, alors qu'il y avait quand même des millions de manifestants, donc ça donne aussi les priorités. Est-ce que cette colère-là, elle est définitivement enterrée, ou est-ce que quand on aura retrouvé un état d'urgence, un état sanitaire à peu près normal, si on en retrouve un jour un, parce que c'est aussi en question, est-ce que les mobilisations, elles vont reprendre et comment il va falloir qu'on crée les conditions, parce que tu l'as dit tout à l'heure, si on n'arrache pas quelque chose, on ne va pas nous le servir sur un plateau. Alors, à nouveau, je ne peux pas trop savoir ce qui va se passer. Je ne pense pas du tout que la colère soit
effacé par la période. À nouveau, je vais citer des banderoles qu'on trouve, hein, vous ne confinerez pas notre colère. Je pense qu'en plus, elle ne fait que croître et gagner. Colère face à… C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont entendu, même vu les manifestations des soignants, ils comptent leur fric et bientôt nous compterons nos morts. Ça, c'était dans une manif de 2019 et puis là, on se le prend dans la gueule, les morts, quoi. Donc, il y a beaucoup de gens qui maintenant prennent absolument conscience des effets délétères et très dangereux, même mortels de cette politique. Je ne vois pas qui peut échapper actuellement à la démonstration de l'incurie en matière de masques, en matière de tests. Enfin, même, je ne sais plus quand, je ne regardais pas parce que je ne regarde pas, mais je chope des bouts par Twitter. Même sur BFM et CNews, il y a des médecins qui disent, on a l'impression que c'est des propos complètement radicaux, enfin en tout cas sur BFM et CNews. Donc je pense que la colère, elle va être là. La question va être d'abord dans quelle forme elle va pouvoir s'exprimer. On va mettre du temps sans doute avant d'avoir le droit de manifester, même si on a vu, il y a des exemples donc à Tel Aviv, des manifestations avec barrières de sécurité, mais enfin bon, c'est pas non plus… donc il va falloir avoir la possibilité de faire ça. Je pense aussi que faut pas non plus forcément imaginer que ça va être très rapide. D'abord, il va y avoir un temps de deuil. Hein. Je pense que quand on va sortir de tout ça, on va tous se prendre une espèce de retour de bâton, de coup dans la gueule. Et aussi une envie, il y aura sûrement une espèce de pulsion de vie au départ. Le réflexe des gens aussi risque d'être un peu un réflexe là, effectivement, un peu de sortie de guerre, genre, waouh, genre on a besoin. Mais ça dure pas très longtemps. Après, je pense que la colère va ressortir. Je pense que le monde des soignants, au sens large, hein, mais même des personnels de l'hôpital, auront largement de quoi protester. Ils n'ont de cesse de dire qu'ils vont le faire. Hein. Et quand on voit l'article de Mediapart d'hier qui montre en plus combien ils payent en termes de mortalité les incuries à nouveau du gouvernement et des agences de santé, là, je pense qu'on va avoir des choses. Ce qui n'est pas impossible, c'est que ça parte des soignants, que de fait que ça parte des soignants, ça ait cette légitimité, parce que c'est eux qui étaient les premiers concernés, les héros et en fait les sacrifiés, et que ça suive derrière. Mais la difficulté, c'est que on va se retrouver avec à nouveau les mêmes politiques sécuritaires, la police qui ne risque pas d'un seul coup de se dire que c'est peut-être pas une très bonne idée de gazer et taper sur des manifestants, fustiles des soignants. Peut-être qu'ils vont y réfléchir à deux fois, mais j'ai des doutes. Hein, pourquoi ils l'auraient fait avant, je te dirais. Donc voilà, donc c'est quelque chose à construire. Mais moi, je n'exclus pas. Enfin, franchement, je vois autour de moi des gens qui avant étaient pas forcément conscientisés, ou s'ils l'étaient, pas forcément prêts à descendre dans la rue. Enfin, on va des fois vraiment aller chercher par la peau du cul pour qu'ils fassent une manif. Hein. Et là, ils sont tous à dire la première grosse, j'en suis, parce que là, ils en peuvent plus. Mais justement, ce sera ma dernière question. C'est aujourd'hui, il va falloir qu'on réfléchisse de toute façon à des formes innovantes d'action, puisque peut-être que dans le cadre dans lequel on vit, ce sera difficile d'avoir une manifestation avec 2 millions de personnes dans la rue sur des petits périmètres. Si tu devais avoir une première forme de mobilisation, ce serait laquelle? Je sais que tu as participé à beaucoup de manifestations et de mobilisations qui ont souvent des formes inédites. Bah ouais, mais en même temps, si tu veux, je comprends, moi, les formes de les manifs sur Internet, là, les manifs, mais bon, ça va, franchement, ça fait rien, ça. Il y a quand même… Je suis d'accord. ça nous permet, ça sert un peu d'exutoire à notre envie de faire quelque chose, mais je pense pas que ça ait véritablement un effet. Non, non, en fait, si seulement je savais, putain, mais… j'aimerais trouver, non, après, il y a possibilité, objectivement, si tout le monde sort en se tenant effectivement à 2 mètres, et puis bon, quand on a des masques, 2 masques à 2 mètres, on devrait pouvoir le faire quand même. Mais qu'on est tellement nombreux que ça prend, enfin, je sais pas, on peut imaginer des quartiers entiers, si tous les gens sortent à la même heure dans toutes les villes, villages, et juste pour dire non, quoi. Là, je veux dire, ça marquera quelque chose.
Et, Mais sinon, si jamais quelqu'un te donne une idée merveilleuse, mais je suis prête à la mettre en application, je voudrais tellement qu'on trouve un moyen de... Par ailleurs, je pense qu'ils ont parfaitement conscience de la colère, du mécontentement. Le tout, c'est qu'ils s'assoient dessus, mais alors, tranquille. Hein. je vais peut-être lancer un appel. Si quelqu'un a une idée formidable de mobilisation, il peut la soumettre. Bon, en tout cas, ça fait du bien parce que je vois que tu es optimiste sur la suite et ton discours, il se projette quand même vers une traduction de la colère dans des luttes, donc ça donne de l'espoir. Non, mais attends, puis il y a aussi, enfin, les syndicats auront un rôle à jouer après, hein, aussi. Il faut pas, là, je pense que il y aura largement à faire une fois que les choses sont remises dans quelque chose qui ressemblera plus à. Enfin, c'est con parce que le résultat a l'air pourri. Je veux pas dire l'ordre au sens policier du terme, Oui. mais là, il y a aussi la grève reste quand même un moyen. Hein. Alors la difficulté là, c'est que faire grève quand des gens ont perdu leur salaire, tout ça, c'est difficile, mais on a quand même des outils du rapport de force. Hein. On les a vus d'ailleurs un peu dans la réforme des retraites, simplement, même si c'était à la fois massif, hein, c'était pas non plus énorme. On peut très bien, disons qu'on était en vitesse 2, quoi. Si on passe la cinquième, il y a un moment où ça va finir par se sentir, quoi. On va reparler une fois de plus de la convergence des luttes. En fait, ça va être, c'est un peu le Ouais, sujet majeur. ouais, ouais. Ouais, ouais. Mais de fait, hein, soignants et la réforme des retraites, c'était assez détaché. Les soignants trouvaient Mhm. qu'on n'était pas assez derrière eux, mais en même temps, ils faisaient des grèves, enfin, des manifestations pas les mêmes jours. Moi, je n'exclus pas qu'ils soient complètement moteurs. S'ils partent vraiment, les gens vont suivre, hein, parce que les revendications des soignants, là, je pense qu'elles sont légitimes dans toute la population, enfin, à quelques exceptions près, avec des écharpes rouges autour du et en éditocrate sur les. Mais, euh, mais en dehors de Calvi et Barbier, je vois pas très bien qui ne reconnaît pas comme profondément légitime la revendication des soignants dans cette crise. Jean-Michel Apathy a dit que les éditorialistes étaient essentiels et que sans eux, ça ne marcherait moins bien. Il a même dit que sans la finance, on serait aujourd'hui mort et que c'est elle qui va nous permettre de passer l'étape. Ça m'a assez surpris, Non, mais là, si cette tu veux, remarque. ils sont tellement en roue libre, il y a un moment, c'est juste plus possible, quoi. Enfin, moi, je regarde même plus parce que les bras m'en tombent, parce que c'est indigne. C'est indigne de dire des choses pareilles. Enfin, c'est obscène. Mais j'espère on leur montrera dans la rue de quel côté est la colère et de quel côté sont les vraies solutions. En tout cas, je te remercie Mathilde de nous avoir accordé ce moment et bon courage pour cette fin de confinement. Bah, toi aussi. Et bon courage à tout le monde. Merci.